.fr. Au sommaire de cette édition, on va commencer par parler de Mugabe qui s'accroche au pouvoir au Zimbabwe à 84 ans. Les dictateurs ne détellent donc jamais. On parlera aussi de la grève des sans-papiers en France, une grande première avec pas mal de répercussions politiques, économiques et sociales. Et puis du sarkozysme à l'épreuve du temps, après l'émission de 90 minutes que le président a donnée jeudi soir. Mais avant tout ça, j'aimerais que l'on aborde un petit peu dimanche dernier, puisqu'on a parlé dans notre dernière émission de la contribution d'Aimé Césaire au XXe siècle. Les obsèques nationales se sont déroulées et on a vu une mobilisation immense du peuple martiniquais, des Martiniquais et des Martiniquaises, empreint d'une grande dignité. On a vu aussi des représentants de la République faire le déplacement, et le premier d'entre eux, notamment le président. On a entendu des messages d'Afrique, d'Amérique, d'Europe. On a vu des médias internationaux. Bref, tout ce qui permet d'illustrer l'importance du personnage, Francis Laloupeau. Oui, et ce personnage qui a apporté une fois de plus à la Martinique un immense cadeau ce jour-là, puisque le monde entier a pu voir la Martinique, le peuple martiniquais accompagnant Aimé Césaire. Ce qui a montré aussi une spécificité culturelle aussi de la Martinique. Moi, j'ai été frappé, puisque on n'est plus dans le décryptage, je veux dire, du personnage, mais dans le registre des souvenirs et de l'émotion. Et j'ai été frappé par ce peuple martiniquais tout de blanc vêtu. Et j'étais avec quelques amis à qui j'ai signifié, à qui j'ai indiqué que c'était une tradition aussi africaine. C'est-à-dire que quand on enterre une personne très âgée, c'est une manière de rendre hommage à cette personne-là pour avoir aussi bien vécu, aussi longtemps vécu. Donc on ne s'habille pas en noir, on s'habille en blanc pour signifier donc le sourire, pour signifier aussi la lumière. Donc j'étais assez frappé donc par cette foule en blanc comme ça. Et voilà, donc je pense que le plus important de ce qu'il faut souligner, c'est que ces cérémonies aient pu se tenir en Martinique et que finalement, vous savez, il y a quelques jours, tout le monde se posait la question de savoir s'il fallait emmener Aimé Césaire, s'il fallait le faire entrer au Panthéon. Je crois que finalement, il est très bien là où il est, sur sa terre à laquelle il était fortement attaché. Claude Régent voulait dire un mot? Oui, une petite observation. Moi, je me constate que les hommes de gauche, ils sont vraiment très grands quand ils sont morts. Alors, il y a eu Jaurès, il y a eu Guy Môquet, etc. C'est d'autres registres. Mais d'une façon plus générale, je crois qu'on aurait tout à gagner à reconnaître les gens, là, de gauche comme de droite, qui reconnaître leur mérite peut-être un peu plus tôt. Pour Aimé Césaire, c'est patent, c'est évident. On s'est renseigné au sein de notre rédaction pour trouver, par exemple, un lycée ou un collège qui porte le nom d'Aimé Césaire en métropole. Eh bien, il n'y en a pas. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Il n'y en a pas. Il y en a outre-mer, c'est d'accord. Mais quand même, il y en a en Afrique et il n'y en a pas en métropole. Dakar, je crois. Alors, on peut quand même se dire. Alors, c'est bien les collèges Pierre Perret ou Alain Prost, ça existe même. Mais pas de collège Aimé Césaire. Bon, c'est quand même quelque chose qui montre qu'on oublie. Alors, je veux pas tomber dans la caricature. Vous savez, l'humoriste qui disait les hommes célèbres, ce serait bien qu'on en parle à leur naissance. Bon, ça va être peut-être difficile, mais quand même, on pourrait faire un peu plus de place, ouvrir un peu plus ses idées, son cœur. C'est vrai que la gauche l'avait fait avec De Gaulle en disant après sa mort quel grand homme c'était. Il le disait pas avant. Il n'avait aucun mérite de son vivant. Et on est toujours dans ce registre. Alors si ça pouvait être une leçon pour que tout le monde puisse se dire, mais après tout, on pourrait honorer les gens quand ils sont encore bien vivants, bien actifs, qu'ils sont incapables etc. Ce serait, je rêve, mais enfin, on a le droit de rêver un peu. Alors, Claude Régent rêve, Nadir Djenad, vous? Oui, moi aussi, j'étais ému donc j'ai vu la cérémonie, les obsèques. Cet hommage de la nation n'a d'ailleurs été rendu qu'à 3 écrivains. On se souvient, il y a Victor Hugo, Paul Valéry et Colette. Par contre, je remarque que c'est plutôt le monde politique qui a rendu hommage à Aimé Césaire que le monde des lettres, le monde des écrivains. Il y avait très peu de membres de l'Académie française, par exemple, lors des obsèques. Voilà, on peut se poser la question de pourquoi c'est plus le monde politique, les responsables politiques. J'ai vu aussi la présence de Lionel Jospin qui était absent lors des obsèques de Léopold Sédar Senghor. Alors qu'il était Premier ministre. Alors qu'il était Premier ministre. Justement, je pense qu'il a réparé sa bêtise. Il a réparé justement sa bêtise, comme vous le dites, mais Aimé Césaire était avant tout un écrivain. Moi, j'ai pas très bien compris pourquoi. C'est plutôt le monde politique qui lui a rendu hommage, même si c'est vrai, il était connu aussi pour ses engagements politiques. C'est drôle parce que si je peux me permettre, à Régent, je pense que je lui dirais que depuis l'aube de l'humanité, c'est la même chose.
On rend toujours hommage aux morts et jamais aux vivants. C'est un constante de l'humanité, après tout. Non, je pense que ça changera jamais. On quand même beaucoup de vertus. Ça changera jamais. Alors justement, oui. mais ça c'est autre chose. C'est autre chose. Là, il y a une. Et alors, je finirai sur la tête. Je pense que le politique est en l'occurrence plus le politique engagé, l'écrivain politique est sans doute plus important pour l'histoire que l'écrivain pur. Enfin, moi, je suis pas un fou du surréalisme, donc c'est pas pour ça que je parle comme ça. Césaire disait quand même, lisez mes écrits, vous comprendrez ma politique. Mais je suis tout à fait d'accord, c'est pour ça que je dis ça. Et je continuerai donc, je pense que on lui trouve aussi toutes les vertus, parce qu'il y a une... Bon, l'hommage était très émouvant, je suis d'accord. Je discute pas ça. Moi aussi, j'étais ému. Le peuple martiniquais était très émouvant. Tout ça, c'est pas ça que je vais discuter. Je pense dans le comportement des politiques. Je pense qu'il y a eu une tentative assez intéressante d'ailleurs, une opération récupération édulcoration. Récupération de la part des politiques pour dire mais nous respectons la diversité. En momifiant quelqu'un, on enlève son côté coruscant, si j'ose dire. Exactement. Édulcoration, parce que, et là ça devient beaucoup plus intéressant, nous avons un vrai politique, un vrai combattant politique, qui invente un concept de la négritude, qui est un concept de rébellion, de revanche et d'affirmation. Exactement, d'affirmation nègre face à une histoire qui est celle d'humiliation et d'asservissement et de défaite. D'oppression. On est d'accord. Donc avec des Noirs qui se sentent sous-estimés, et qui se disent mais nous aussi et donc c'est normal, c'est un classique, c'est tout à fait légitime et tout à fait classique dans l'histoire. Et pour vous, les obsèques nationales, c'est une façon finalement d'édulcorer le message. C'est une façon d'édulcorer et de ne pas voir aussi les questions que pose Césaire. Parce que moi je continue à penser, c'est notre vieille discussion ici, je pense qu'il y a eu toute l'histoire du XXe siècle et l'histoire de la déconstruction du modèle assimilationniste français. Et Césaire a participé à cette déconstruction en disant, j'ai pas fini, en disant l'assimilation est une illusion. D'ailleurs, il avait en partie raison, on n'arrive jamais à l'assimilation totale, évidemment. Mais je veux dire, c'est un des grands, c'est pas le seul d'ailleurs, un des grands déconstructeurs du modèle assimilationniste français qui donne aujourd'hui ces enfants et ces petits-enfants qui sont dans la créolisation, moi je pense que ces petits-enfants sont dans la communautarisation. Il y avait un vrai débat qu'on n'a pas eu. Du tout, ça a été étouffé sous les fleurs. Et deuxième débat qu'on n'a pas eu, je finis, c'est sur le politique. Parce que je pense qu'il a abusé du clientélisme. Qu'il ne restera pas comme quelqu'un. Ça veut dire quoi? Du clientélisme, ça veut dire qu'il a beaucoup, si tu veux, sa popularité vient en grande partie du fait qu'il a arrosé beaucoup la Martinique sous les subventions. Je pense qu'il y a une vraie question à se poser et qu'on ne se pose pas tout de suite sur le modèle économique, martiniquais qui repose sur les subventions et non pas sur le dynamisme économique. Et je pense que Césaire en est en partie responsable. Alors, on essaie de résumer parce qu'il nous reste peu de temps, Francis. C'est un raccourci. Des obsèques nationales qui sont un hommage. J'essaie de faire un hommage critique. Non, mais d'accord. Ceci dit, c'est un raccourci un peu douteux sur la carrière politique de Abbé Césaire, quand même. C'est en fait la question que pose Éric Zemmour. C'est simple. C'est obsèques nationales, reconnaissance de la République ou façon de masquer l'héritage, le message de Césaire. Je ne pense pas que c'est une façon de masquer l'héritage. Alors, en écoutant Éric Zemmour et en écoutant votre question, je me rends compte du décalage qu'il y a entre les Antillais et les Africains à l'égard de la négritude d'une part, et, je dirais, les autres Français vis-à-vis de ce concept d'autre part. Je m'explique. Au fond, Eric dit, c'est une manière d'édulcorer le message, d'édulcorer, disons, ce concept de la négritude. Vous savez que pour les Antillais, les Africains, ce concept est assimilé, est assimilé et même dépassé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au fond, nous sommes déjà, je veux dire, qu'en Afrique, aux Antilles, dans l'ère post-négritude, depuis très longtemps déjà. Alors, l'aspect négritude n'est plus aujourd'hui dangereux pour un État quel qu'il soit. Si, parce que ces petits-enfants, pour moi, c'est la communautarisation. D'abord, ce n'est pas, je ne pense pas que ça ait jamais été un concept dangereux, mais je veux dire qu'en fait, ce n'est plus, c'est un concept qui a été observé en Afrique, qui a été intégré, et puis ensuite qui a aussi subi la critique intellectuelle. Donc aujourd'hui, on est déjà dans l'ère post-négritude. Alors, s'il fallait que les hommes politiques
attendre la mort de Césaire pour se rattraper sur la négritude, pour l'édulcorer ou pour l'intégrer, il y a un décalage assez inquiétant, je veux dire, dans les relations qu'il peut y avoir entre les cultures et les peuples. Bon, voilà, ça c'est un point. D'autre part, je voulais juste signaler une chose. Je vais pas revenir sur le débat sur l'assimilation, etc. Bon, et on aura l'occasion d'y revenir dans d'autres émissions. Je veux dire que c'est intéressant aussi d'observer le protocole de cette cérémonie. C'était intéressant de voir que les hommes politiques, en fait, cette délégation officielle a assisté à la levée du corps, mais ne s'est pas rendu au cimetière. On nous avait dit, dans un premier temps, que la famille souhaitait que les hommes politiques ne se déplacent pas au cimetière parce que la famille voulait une cérémonie privée. On a vu que la cérémonie privée, c'était la cérémonie privée de tout un peuple, au fond, qui entourait ce cercueil-là. Alors c'est intéressant de voir que l'intimité martiniquaise était quand même surtout l'intimité du plus grand nombre de Martiniquais. Alors, Nadir Djenad pour la conclusion. Juste en fait une parenthèse, à dire que la France a perdu à quelques jours d'intervalle deux personnalités de la lutte contre le colonialisme. Il y a eu Aimé Césaire et 2 jours après l'ethnologue Germaine Tillon. Comme Aimé Césaire, Germaine Tillon était surtout connue pour ses engagements. Elle a été résistante, déportée à Razanouk. Elle a été connue aussi pour ses engagements durant la guerre d'Algérie. Elle s'est opposée à la torture, à la pratique de la torture. Donc c'est juste une bizarrerie de l'histoire. C'est un signe qu'on sort. Alors là, on sort d'une époque aussi. On sort d'une époque de la colonisation et de la décolonisation. Vivement Aimé Césaire et Germaine Tillon dans les livres scolaires. Dans les livres scolaires, oui. Je crois qu'on pourra conclure comme ça parce que tout le monde sera d'accord de cette table. Voilà, alors on va aller en Afrique. On en a déjà parlé ici dans cette émission, de ce qui se passe, au Zimbabwe, mais depuis le 29 mars, date de l'élection présidentielle et législative, le résultat de la présidentielle n'est toujours pas publié. On ne sait toujours pas officiellement, l'État zimbabwéen n'a pas dit officiellement qui avait gagné l'élection présidentielle ou s'il fallait un deuxième tour. Et Mugabe est toujours au pouvoir malgré la défaite de son parti aux législatives. Sa propre déconvenue est assez probable à la présidentielle. Mais c'est une situation quand même un peu explosive, cette non-publication des résultats, Nadir. Oui, tout à fait. La situation est très préoccupante. Visiblement, Robert Mugabe n'a pas l'intention de quitter le pouvoir. Si les résultats étaient bons pour lui, je pense qu'ils auraient été déjà publiés. Le chef de file de l'opposition, pardon si j'écorche son nom, Morgan Tsvangirai, voilà, donc a accusé Robert Mugabe de jouer la montre, de gagner du temps et de créer une situation militaire dans le pays. Pour essayer de résoudre cette situation, qu'est-ce qu'on a? Il y a les pays voisins qui donc ont lancé l'idée d'un gouvernement d'unité nationale qui serait dirigé par Mugabe, dont l'objectif serait d'organiser de nouvelles élections et d'écrire une nouvelle constitution. Je pense qu'il y a une inquiétude d'un scénario à la kenyane où on se souvient qu'après une contestation des élections, il y a eu un déchaînement de violence. Ce sont surtout dans la région, surtout les pays voisins, car notamment l'Afrique du Sud, car ils craignent une nouvelle vague de réfugiés venant du Zimbabwe. Comme à son habitude, Robert Mugabe, lorsqu'il y a une crise, il essaie de jouer à fond la carte du nationalisme, du patriotisme. La semaine dernière, il s'en est pris vigoureusement à la Grande-Bretagne, en l'accusant une nouvelle fois de vouloir recoloniser le pays. Je pense que les citoyens, les Zimbabwéens ne sont pas dupes, car outre la crise politique qui s'aggrave, le pays est plongé dans une grave crise économique avec un taux de chômage qui dépasse les 80%, mais surtout un taux d'inflation qui dépasse les 160 000%. Voilà. Là-dessus, on peut dire que le bilan en matière économique est tout à fait catastrophique pour nous. On l'accuse de vouloir acheter les électeurs parce qu'on ne sait pas avec quelle monnaie. Il y a un petit problème. Il achète les électeurs un jour et puis une semaine après, ça vaut un paquet de chewing-gum. L'État n'est pas pauvre. Oui, non, l'État n'est pas pauvre. C'est le peuple qui l'est, d'accord. Non, mais on est toujours dans le même cas de figure. Un dictateur, eh bien, il reste dictateur. Il a 84 ans. Alors je dirais presque cruellement, mais enfin quand même, c'est peut-être le seul espoir, quoi. C'est 84 ans et peut-être qu'il va se fatiguer pour de bon. C'est quand même incroyable qu'on soit toujours sur les mêmes schémas et on l'avait dit déjà il y a quelques semaines ensemble, je me souviens, on se disait l'armée, etc. Oui, enfin de toute façon, tout est en place pour qu'on ait encore une comédie du style gouvernement d'union nationale. Vous pensez bien, un gouvernement d'union dirigé par le même. Vous pensez qu'il va nous organiser des élections d'une totale liberté
et il va trouver des scrutateurs qui ramèneront les résultats d'une façon très honnête dans la capitale, etc. Tout ça est une comédie un peu sinistre, et on en avait parlé aussi. C'est vrai que malheureusement... C'est la comédie sinistre, mais il y a quand même quelque chose d'un peu inquiétant. Depuis quelques jours, on a appris qu'il y avait un navire chinois qui sillonnait les mers, rempli d'armes et de munitions, destiné a priori au Zimbabwe. Alors quand même, moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un peu inquiétant, non, Éric Zemmour? Alors moi, je trouve que vous avez un grand talent, mon cher Jean-Marc, à mettre... Parce que le café, c'est pour moi. Hein. Césaire et Zimbabwe. Et on finit Césaire en disant, la mort de Germaine Tillon, nous sortons définitivement de la période historique colonisation-décolonisation. Eh ben, on continue. Alors, on y retourne. Non, justement. Là, alors, je sais que l'histoire explique beaucoup de choses, je suis le premier à le dire, et que l'histoire de la colonisation et de la décolonisation... Alors, où voulez-vous en venir? Je veux en venir que là, on sort complètement, une fois de plus, de la période de décolonisation. Le colonisateur n'est pour rien dans cette histoire, malgré les accusations infondées de Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne est pour rien, et on sort doublement. Non, mais c'est pas la question. Mais non, parce que Mugabe est le premier à le dire. On va y venir après. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une période nouvelle où là, on a un dictateur, on a des élections truquées, et que tout ça n'est dû en rien à la colonisation. C'est simplement, d'ailleurs, c'est pas les Européens ne doivent pas ni s'en féliciter ni donner des leçons aux autres. Nous, la France, on a passé le 19e siècle entre révolution, coup d'État, etc. Donc c'est pas, vous voyez, ils sont dans cette période-là. Et ce qui est intéressant, ce qui est très inquiétant, parce que la comédie, on parle de comédie, mais moi j'ai lu que ça peut déboucher sur une tragédie et que ça peut déboucher sur des massacres énormes. Parce qu'on parle d'un navire chinois avec des armes. Apparemment, tout est en place pour qu'il y ait des massacres énormes. C'est ce que dit, je crois, un représentant de l'ONU, qui parle même de génocide. Alors je sais pas sur quoi il se fonde. Hein. Là vraiment je mets entre tous les guillemets parce que j'en sais rien. Hein. Savoir raison garder. Bon, en tout cas manifestement il y a une guerre civile qui se prépare. Les Chinois. Alors justement pourquoi là aussi nous sommes dans le poste. Les ingrédients d'une guerre civile. Voilà. Elle ne se prépare pas. D'accord. D'accord. Merci de ta précision. Et là les Chinois nous sommes aussi dans le post décolonisation. Parce que là, nous avons une volonté des Chinois, absolument d'un cynisme absolu, d'un réalisme absolu, qui ne se soucie. Ils ne s'embarrassent pas. Mais rien du tout, aucune morale, aucun droit de l'homme, ils s'en moquent complètement. On l'a déjà dit ici d'ailleurs. C'est leur stratégie. Ils vont là où il y a besoin, ou là où il y a le feu, et ils apportent des armes. Pour faire leur place parce qu'ils veulent à tout prix et quel que soit le prix justement faire leur place dans ce nouveau continent. Oui, exister en Afrique. On a bien compris, pour prendre les matières premières. Leur seul objectif, c'est ça, évidemment. Mais les États-Unis et la Grande-Bretagne ont fait pression pour que justement le navire chinois fasse demi-tour. On va y revenir, mais je crois que Francis Talupo voulait dire un mot. Oui, en fait, excusez-moi, juste pour dire que les grandes puissances n'ont quand même pas trop de leçons à donner à ce niveau-là, parce que amener des armes dans les coins où c'est un peu chaud et vouloir faire des affaires avec les matières premières, l'exemple a été donné depuis l'histoire, mais l'histoire du monde. Bon, alors on va laisser Francis. L'histoire du monde depuis toujours. On se bat pour l'eau, après le charbon, après le pétrole. Et on va se rabattre pour l'eau. Et demain, c'est ce que j'allais dire, demain pour l'eau, la bouche des bouteilles. On va laisser Francis qui a eu la patience et la gentillesse d'attendre comme toujours. Non, j'ai écouté beaucoup parce que je pense que l'essentiel a été dit, c'est important. Je pense que là, nous avons vu un tableau très précis de la situation au Zimbabwe. Et je vais juste rebondir sur la question des armes du navire chinois. C'est intéressant aussi, c'est important de noter qu'il s'agit de navires chinois, ce n'est pas un hasard. Et on voit une fois de plus la diplomatie parallèle de la Chine par rapport à celle parallèle, disons personnelle si vous voulez. Ah oui, d'accord. Une diplomatie personnelle par rapport en tout cas, je veux dire, à un consensus international. Et on peut noter que la Chine aussi a eu le même comportement, continue à avoir le même comportement dans un cas, celui du Soudan par exemple et du Darfour. Absolument. Voilà, donc à sa diplomatie propre, ses choix propres, qui sont généralement à contre-courant en tout cas de ce qu'il est convenu de condamner par ailleurs. Voilà, ça c'était un point. Deuxième point, je voulais juste dire que le cas de monsieur Mugabe est quand même intéressant parce que monsieur Mugabe est aussi un profil de chef d'État post-colonial, typique. C'est le premier régime post-colonial et c'est le seul chef d'État qui soit resté au pouvoir, enfin,
qui a gouverné ce pays depuis que ce pays est indépendant. C'est important à souligner. Je crois qu'au fond, il faut renvoyer tout cela à l'histoire, parce que je crois que nous assistons aujourd'hui à la dernière folie de M. Mugabe, tout simplement. C'est la dernière folie de M. Mugabe qui en arrive. Vous savez que là, on avait des schémas, vous savez, de coups d'État, on avait des schémas d'élections frauduleuses, et là, on a le schéma très particulier, inédit dans l'histoire des relations internationales, en tout cas des politiques internes des pays, de bloquer. Ouais. La pression internationale est trop forte. Mugabe ne pourra pas tenir. Moi, je veux dire, nous avons un cas inédit, c'est celui où on organise des élections et on bloque les résultats pendant plusieurs semaines. Ouais. Bon, c'est intéressant. Non, c'est un cas d'école, je veux dire, pour les sciences politiques. Comme à Miami pour l'élection de Bush. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. En Floride, à Miami. Là, dans ce cas-ci, J'ai pas pu m'empêcher, sauf que là, c'est M. Mugabe seul. J'ai pas pu m'empêcher de pour aller dans le sens de ce que vous dites, il y a une dépêche qui est tombée là, il n'y a pas très longtemps. La secrétaire d'État aux affaires africaines américaines a indiqué que la victoire appartenait à M. Tsvangirai. Je suis un peu comme j'ai des difficultés à prononcer son nom. Enfin, à l'opposition, quoi. Et elle a clairement dit que Mugabe n'avait pas la possibilité d'être élu. Je pense que là, on a dépassé toutes les extravagances possibles. Hein. Bon. La seule chose qui compte aujourd'hui, c'est comment il va partir, M. Mugabe, quand il va partir, et comment on va négocier son départ. Excuse-moi, Francis. Éric Zemmour, vous pensez aussi comme Francis. Vas-y. Si je peux finir. Excusez-moi. Non, je vais quand même attirer votre attention sur une chose, c'est que quand je disais qu'il fallait convoquer l'histoire à un moment donné, il faut espérer que l'histoire se penche sur le cas Mugabe, c'est qu'on a affaire quand même à quelqu'un qui a démarré dans la vie politique internationale comme un héros de la libération nationale. Et qui aujourd'hui se présente finalement comme le personnage, un sombre personnage, dont la psychologie s'est singulièrement pervertie au fil des années. C'est-à-dire, nous avons quelqu'un qui part, je veux dire, d'un héroïsme reconnu et qui finalement se présente à nous aujourd'hui comme, je dirais, le reliquat pathétique d'un idéal perverti. C'est important, je pense. Je pense qu'il faut se pencher là-dessus un jour et savoir comment il peut y avoir une dégradation comme ça au fil des années. Voilà, le phénomène. C'est un phénomène. Mon cher Francis, Mugabe, et il y en a eu d'autres. Hein. Pétain était le héros de Verdun et il a fini par le collabo, le collabo de 44. Il y a un profil d'homme comme ça qui traverse l'histoire. C'est la vie. Bon, encore un mot sur le Zimbabwe. Non, on a fait. Non, je voudrais dire que là, manifestement, on rentre à pas compter dans un affrontement sino-américain. Parce que d'un côté, les Chinois qui donnent des armes à Mugabe, de l'autre, les Américains qui disent c'est l'opposition qui a gagné. Là, on sent la montée petit à petit. Les Américains ont bloqué le navire, en fait. Enfin, les Chinois ont renoncé à cette livraison. Ouais. Alors, Nadir, moi, j'aimerais ajouter, parce qu'on parlait de décolonisation, de colonisation. Je pense que l'affrontement personnel entre la Grande-Bretagne et le régime de Mugabe n'arrange pas les choses. On sait très bien qu'il y a vraiment un différend entre les travaillistes depuis 1997. On l'a évoqué ici à cause de cette fameuse réforme agraire. Depuis, il y a rupture. On sait très bien que après Londres a quand même mis le paquet, si on peut dire ça comme ça, pour qu'il y ait un embargo sur le Zimbabwe, et ce qui a accéléré la crise économique dans ce pays. On sait que le Gordon Brown a refusé de participer au dernier sommet Union européenne-Afrique à Lisbonne. J'ai le sentiment que diaboliser Mugabe comme le fait la Grande-Bretagne ne va pas arranger les choses, parce que si elle est virulente dans la critique de Mugabe, la Grande-Bretagne est moins, j'allais dire, efficace dans la résolution de la crise. C'est très intéressant ce que dit Nadir. Je veux juste dire que il y a quelque chose de bon dans tout cela. C'est-à-dire que dans ce face-à-face dramatique entre la Grande-Bretagne et Mugabe, il y a quelque chose de très important pour nous, c'est que cela se passe au grand jour. Que M. Gordon Brown fait cette déclaration au grand jour, que la Grande-Bretagne a pris des positions transparentes, ouvertes, même si elles sont par ailleurs critiquables compte tenu de l'histoire. Il vaut mieux peut-être, je veux dire, prendre en compte cette manière de face-à-face entre une ancienne puissance coloniale et l'ex-colonie, plutôt que, si comparaison n'est pas raison, que ce qu'on a observé pendant des années entre la France et ses ex-colonies, ces politiques de l'ombre et ces réseaux obscurs. Moi, parce que je voudrais répondre à la Voilà, je vais juste ajouter une chose, c'est que je trouve aussi la position de la Grande-Bretagne très ambiguë, quand on sait qu'elle diabolise Mugabe à souhait, en l'accusant donc d'en attenter aux droits de l'homme, mais en même temps, la Grande-Bretagne n'hésite pas à rejeter les demandes d'asile des Zimbabwéens qui ont fui le régime de Mugabe et qui voulaient venir en Grande-Bretagne. Moi, je ne suis pas d'accord avec Nadir. Je pense que l'Angleterre, ainsi, rend service à Mugabe
parce que ça lui permet de mettre ses propres fautes sur le dos de l'ancienne puissance coloniale. Moi, je pense que c'est pas de la faute de l'Angleterre. Si le Zimbabwe, le service rendu à Mugabe est peut-être involontaire. Si, il dit qu'il y a un différent personnel entre les travaillistes. On va résumer pour que tout le monde se souvienne. Mugabe a été l'artisan de la décolonisation de la Rhodésie. De la décolonisation de la Rhodésie, puis dans un second temps, il y a peu de temps, du fait qu'on a chassé les propriétaires terriens blancs du Zimbabwe, en faisant croire, je dis bien en faisant croire parce que je suis pas sûr que ce soit le cas, que la population noire aurait les terres. Il y a eu une réforme agraire qui a été fort mal faite parce que c'était, ça ressemblait plus à une confiscation, mais cette réforme agraire était inscrite dans la décolonisation, dans la libération. La question s'est posée également en Afrique du Sud. Cela se passe. Donc on voit bien que la position de Gordon Brown n'est pas innocente. Mais bien sûr qu'elle n'est pas innocente. Mais c'est pas à cause des Anglais que le Zimbabwe en est arrivé là. C'est tout. Malheureusement, il a fallu cette réforme agraire, on le dit souvent, pour que la Grande-Bretagne découvre que Mugabe était un dictateur. Ça c'est défini l'éternel anglais. Voilà. Bon, on ne dira rien sur la perfide Albion parce que ça pourrait être mal interprété. Le napoléonien qui est Éric Zemmour parle souvent de la perfide Albion. Il assume. On va revenir en France. On va revenir en France avec quand même une grande première. Des sans-papiers qui passent par-dessus leur peur, qui à force d'exaspération décident de se mettre en grève, de faire parler d'eux, de dire à tous où ils en sont. C'est quand même extraordinaire. C'est un cri de colère de gens qui ont du travail, un logement, paient des impôts, mais qui n'ont pas le droit élémentaire à l'identité. Alors, avant d'aborder ce que les uns et les autres ont pu en penser, puisque toute la semaine on en a parlé, cette grande première, est-ce que pour vous ça marque un tournant dans l'histoire déjà longue des sans-papiers en France, Francis? Ça marque un tournant dans la mesure où ça donne une image plus juste de ces hommes-là. D'abord, ça leur donne un visage pour le grand public. Et on s'aperçoit que les sans-papiers ne sont pas tous des marginaux, quoi. Il y a des gens qui travaillent, qui payent des impôts. Et c'est même la plupart. Voilà. C'est pas la question. Ce n'est pas cette zone grise sans visage et sans nom qu'on nous décrit depuis des mois et des mois comme la zone des clandestins. Donc voilà. Les clandestins, ils ont un nom, ils ont un visage. En plus, ils travaillent. Bon. Et ils ont des papiers falsifiés, certes, mais ils payent surtout des impôts. Ils payent des retraites dont ils ne bénéficient pas. Ils payent des soins dont ils ne bénéficient pas parce qu'ils n'osent pas. Ça, c'est pas. Écoutez, c'est vrai. Ils ont les salaires, ils payent des charges. Et personne n'est remis en cause. Ils ont accès à l'hôpital. C'est un fait, quand même. Ils ont accès à l'hôpital, leurs enfants ont accès à l'école. Comme tout un chacun. Oui, mais ils ne devraient pas être là, François. Mais vous savez que ils n'ont pas respecté la loi. Beaucoup de clandestins ont été signalés à la police en allant simplement au guichet de la sécurité sociale. Il faut le dire. C'est une réalité. Alors, on ne va pas faire semblant de ne pas entendre ce qu'Éric Zemmour vient de nous dire. Ils n'ont pas respecté la loi. Eux ou leurs employeurs. Eux ou leurs employeurs. Ça, je veux volontiers en parler. Mais je laisse pas. On va laisser Francis terminer. Ils n'ont pas respecté la loi. Dans cette histoire, personne n'a respecté la loi. Absolument d'accord. Mais cela montre quoi, au fond? Ça montre que si les patrons français, y compris certains patrons qui ont des amis bien placés dans les sphères du pouvoir, engagent des cuisiniers. Personne ne voit de quoi vous voulez parler. Envoient des cuisiniers, je pense notamment au restaurant de la Jatte, n'est-ce pas? À Duguin. C'est ça? À Neuilly. Oui, le restaurant de Neuilly. Voilà. Et où M. Nicolas Sarkozy avait ses habitudes quand il était maire de Neuilly, et dont les cuisiniers viennent d'être régularisés il y a seulement quelques heures. Après une grève. Voilà. Donc, c'est important de signaler tout ça. Ça veut dire, au fond, c'est-à-dire qu'il ne faut accuser personne dans cette histoire. Enfin, qu'il faut remettre tout le monde. Non, il faut accuser personne. Il faut remettre tout à plat, dépassionner les débats, ne plus considérer la question de ces immigrés, clandestins ou non, de manière passionnelle, mais d'une façon beaucoup plus pragmatique. M. Nicolas Sarkozy nous a rappelé dans sa dernière émission à la télévision qu'il était un capitaliste. Il faut peut-être revenir aux fondamentaux du capitalisme. C'est-à-dire que dans un pays capitaliste, commencez par les États-Unis, qui sont cela, je veux dire, un modèle, chaque personne, immigrant ou simplement ou national, qui travaille, est également un consommateur et un créateur de richesses potentielles dans un ensemble commun. Alors, il faut simplement revenir à cela et considérer que ces gens-là, à partir du moment où ils travaillent, apportent la richesse dans un pays. Cela signifie que c'est l'addition de toutes ces énergies, c'est l'addition de toutes ces forces de travail qui assurent la prospérité dans ce pays
et qui garantissent d'ailleurs le dynamisme économique pour ce pays. Alors, il faut le voir tout simplement comme ça, dépassionné, faire travailler ceux qui ont envie de travailler, appliquer la règle et la loi pour ceux qui ne la respectent pas, c'est important. C'est pas la même chose. Non, mais attendez. Je pense qu'aujourd'hui, dans les aéroports, Roissy Charles de Gaulle ou Orly, les règles sont bien respectées, la police fait son travail, parfois au-delà même de ce qu'il faut dans les centres de rétention, et que ceux qui sont dans le pays, qui sont là depuis 5 ans et qui travaillent, bon Dieu, ils apportent une richesse au quotidien, ils consomment au quotidien. Il faut voir cette question de manière pragmatique et simple. Vous parlez dans les termes de l'économie, d'efficacité. Pas de morale. Pas de morale et surtout pas de passion, et pas de passion mauvaise. Alors, Nadir, et ensuite Claude Régent. Moi, j'aimerais Eric, je pense. reprendre la question que vous posiez, à savoir si on assiste à une nouvelle forme de mobilisation. Je dirais oui, quand on voit que pour la première fois, les sans-papiers, Francis le disait, on voit, ils sont visibles, mais aussi maintenant, ils s'expriment, c'est-à-dire qu'ils sortent dans la rue et ils ont des revendications. On a vu récemment les sans-papiers asiatiques, par exemple, participer aux manifestations organisées par les différents collectifs. C'était impensable il y a quelques années. On voit maintenant ces travailleurs sans papier qui, il faut le dire, ou avec de faux papiers. Ces travailleurs sans papier ont profité d'une brèche, il faut le dire, de la dernière loi Hortefeux sur l'immigration, parce qu'une des dispositions de la loi Hortefeux sur l'immigration préconise justement la régularisation des travailleurs sans papier, ce qui fait préconise, en tout cas autorise. Donc ce qui fait que maintenant les travailleurs sans papier n'hésitent plus à sortir et donc à demander leur régularisation. J'aimerais ajouter également qu'on voit que les principaux syndicats du patronat de l'hôtellerie, qui ne sont pas membres d'associations, donc ce sont des syndicats qui ont des intérêts, appellent à la régularisation des sans-papiers. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'il y a dans certains secteurs, notamment de l'hôtellerie, de la restauration, il y a une pénurie irrépressible de travailleurs. Il y a une pénurie de main-d'œuvre. Non. Alors, moi, je me demande... Claude Régent, puis ensuite Éric Zemmour qui piaffe de chaud bouillant là. On entend ses sabots sous la table. Alors, si Éric le permet. Je permets. Non, mais quand on dit la loi est pas respectée et qu'on voit bien que ça craque de partout, c'est donc que la loi est pas bonne. Bah oui. C'est intéressant comme conception de la loi. Non, mais si ça craque. Non, mais ça craque, c'est évident. Donc on respecte pas la loi. Donc moi, quand par exemple je fais un excès de vitesse à 200 à l'heure, il faut changer la loi. Vous auriez la gentillesse d'écouter une loi, ça peut évoluer. Une loi, ça bouge, ça s'adapte aux évolutions de la société. C'est fait pour ça, la loi. Le Parlement est fait pour ça. Et je me dis toujours, mais une des voies de sortie, est-ce que ce serait pas de dire le contrat de travail vaut titre de séjour? Ça paraît tout simple. Mais j'ai pas dit naturalisation, j'ai pas dit immigration, je dis titre de séjour. Lorsqu'une personne, par exemple, toujours dans ce secteur de l'hôtellerie, il y a un besoin énorme qui n'est pas satisfait par la main-d'œuvre qui est sur place. La preuve, on va chercher des gens, ils viennent de l'extérieur. Pourquoi ? Dans ce cas-là, pourquoi ne pas imaginer des contrats de travail de 3 ans ? Je lance cette idée, je dis pas que c'est la bonne, je sais pas. Mais en tout cas, la réflexion, il faut la mener. Elle est d'autant plus à mener que tout le monde est frileux sur cette affaire et prudent, et c'est normal qu'on mette des garde-fous. Quand on voit la CGT ou d'autres, ou les réactions des partis de gauche, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, oui, il faut régulariser cela. Ils ne vont pas dire d'une façon générale. Ils disent là, il y a un vrai problème, c'est pas mal. Mais ils se gardent bien parce que tout le monde sait qu'effectivement, on peut pas, comme disait le fameux mot de Rocard, accueillir la misère du monde, etc. Ouais. Bon, ça c'est clair qu'il faut des règles, mais il faut qu'elles bougent, Eric. Ça vous choque que je dise que ça bouge? Il faut que ça bouge un peu quand même. Vous êtes choqué? Je suis très choqué, mais je suis très intéressé parce que je pense que là, j'ai entendu exactement ce qu'on entend beaucoup et ça m'intéresse beaucoup. Parce que je vais vous dire. Si on l'entend, c'est que c'est intéressant. Absolument, c'est très intéressant. Et puis, je vais vous dire. Premièrement, j'adore quand Francis fait l'éloge du capitalisme, du libéralisme. Je fais pas l'éloge. Si. Et il devrait ajouter du capitalisme mondialisé. Parce que, oui, non, mais parce qu'il faut qu'il assume. C'est ça qui est intéressant. Parce que c'est la régularisation. Ne fais pas l'éloge, c'est important. La régularisation de ces clandestins, de ces irréguliers, on les appelle comme on veut. Je dis pas sans papier parce que sans papier, c'est sémantiquement une victoire des associations pour les sans-papiers, parce que ça veut dire qu'il faut leur donner des papiers. Je vois bien la manœuvre sémantique. Donc, ils ont des papiers, mais c'est pas les bons. Non, ils sont pas bons. Ils sont irréguliers. Ils sont illégaux. Donc, c'est la victoire du capitalisme libéral mondialisé sur, mais oui, sur les frontières, l'État et la loi.
ne vous en déplaise, c'est ça. Dès qu'on dit vous dites mondialiser. Non, j'ai pas fini. C'est la victoire. Il faut fermer les frontières. Deuxièmement. Il faut élever des murs comme entre Israël et la Palestine. Mon cher ami, depuis 30 ans, normalement, il n'y en a plus, officiellement, d'immigration de travail. Normalement, depuis 74, on n'a plus le droit d'embaucher. C'est là quand je dis que ça craque, c'est là que ça craque. Attends, Justement, ça marche pas, mais ça craque on en a besoin de ces personnes. Je vous ai tous laissé parler. Je peux quand même répondre. Il va se sentir agressé, sinon. Mais non, je me sens pas du tout agressé, mais c'est un raisonnement. qui se sent agressé devient désagréable. C'est un raisonnement, j'aimerais bien aller au bout de mon raisonnement. Bon. Deuxièmement, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on dit l'économie a besoin d'immigrés. C'est du pipeau. Les patrons ont besoin d'immigrés pour payer moins cher leurs employés dans la restauration et dans le bâtiment et pour faire peser une pression sur les salaires des locaux français ou étrangers réguliers. Il y a aujourd'hui 500 000 emplois. D'ailleurs, le patronat organise une concurrence, quoi. Mais évidemment, Marx disait, c'est l'armée de réserve du capitalisme. Je crois pas. Mais bien sûr que si, mais bien sûr que si. Mais je me trompe pas du tout. Je me trompe pas du tout. Parce que je peux vous dire qu'il y a un surchômage chez les immigrés réguliers. Je crois qu'on est à 25%. Pourquoi on va pas les chercher eux? Non, 21. Oui, 21. Entre 20 et 25. Bon, d'accord. Même d'aller un peu plus vite, Eric. Non, je veux pas aller plus vite. Alors n'allez pas plus vite. Pas aller plus vite parce que. Tenez-vous à votre sujet. Eh ben oui, je me tiens à mon sujet. Parce que pourquoi on va pas les chercher eux? Parce qu'ils sont encore trop chers. Évidemment, ils ont pris des habitudes françaises, donc ils sont trop chers. Donc on va chercher des employés sans papier, parce que justement ceux-là sont moins exigeants, et comme ça on les paye moins cher. Quand les patrons nous disent qu'ils ont découvert l'absence de papier, ils se moquent du monde. Je pense que personne tout le monde se marre. Bon. Mais Éric Zemmour, est-ce que je peux vous poser une question? Parce que votre raisonnement, c'est de dire on va chercher les plus pauvres pour organiser la concurrence. Évidemment, sans fin. Mais comment se fait-il que ces plus pauvres se mettent en grève? Mais parce qu'ils vivent en France. Ils vivent en France, d'abord, ils en ont marre. Et alors, c'est un vaccin pour la grève quand on vit en France. Mais oui. On est vacciné pour la grève. Mais évidemment, quand on vit en France, on prend des habitudes françaises et on se dit qu'on veut vivre comme les autres. C'est bien légitime et c'est bien humain. Mais j'ai pas fini. En plus, ce qui est extraordinaire, je suis tout à fait d'accord avec Nadir sur un point. Oui, méfiance. C'est Sarkozy qui a ouvert la boîte de Pandore avec sa loi Hortefeux. Parce que pourquoi? Parce que Sarkozy, c'est au cœur de la contradiction sarkozienne. Il fait une campagne présidentielle pour attirer les électeurs populaires du Front National sur la fermeté face à l'immigration, mais en même temps, il est le candidat du patronat qui veut poursuivre cette politique-là qu'il mène depuis 30 ans, c'est-à-dire faire venir des immigrés sans fin pour faire baisser les salaires des Français. C'est comme ça qu'on fait les Anglais, c'est comme ça qu'on fait dans tout l'Occident. Et donc il est pris là, entre l'enclume et le marteau. Et donc ça fait que le gouvernement est mal à l'aise. Exactement, c'est pour ça que ce gouvernement est très mal à l'aise. Le gouvernement est mal à l'aise, pas seulement pour ça. Mais bien sûr que si. Il est mal à l'aise parce que... Il y a trop de gens qui voulaient réagir. Non, mais tout le monde... Parce que des lois ont été votées sans tenir compte de la réalité. Mais pas du tout. On a fait des lois sous le coup de l'émotion, avec des calculs politiciens. C'est pas vrai. Aujourd'hui, la réalité, simplement, rappelle le politique à ses devoirs, c'est-à-dire prendre en compte cette réalité-là. Comme disait Claude Régent, quand la loi n'est pas bonne, il faut la changer. Il faut l'adapter à la réalité. Il faut s'incliner devant le capitalisme libéral mondialisé. Merci Francis. Mais non. Mais si Francis, c'est ça que tu viens de dire. On va essayer de résumer. Cohérent avec soi-même. S'il vous plaît, Eric. Ça, c'est l'esprit de On va essayer de résumer. On va essayer de résumer ces débats. Je montre la logique de mon raisonnement. Eric, je ne voudrais pas que on va laisser mettre dans ma bouche ce que je ne dis pas. Et ensuite, on donnera la parole à Claude Régent. C'est un terme qui lui est propre et personnel, privé. Le capitalisme libéral mondialisé. Ça, c'est le terme. Eric, je n'ai jamais employé ce terme-là. Mais non, mais c'est ça. Voilà. Il faut savoir jusqu'où tu vas. Je pense qu'il faut assumer simplement, il faut assumer le système économique dans lequel on se trouve. Nous sommes en France dans un système économique particulier qui s'appelle le système libéral, capitaliste si vous voulez, ou social-capitaliste. Libre-échange, sans frontières. En tout cas, dans une économie de marché, qui a ses lois et ses fondamentaux. On ne peut pas d'un côté assumer l'économie de marché et ne pas par ailleurs assumer une des données de l'économie de marché, c'est-à-dire le fait d'intégrer régulièrement des énergies nouvelles à la création de richesses. L'économie de marché, ce n'est pas le libre-échange. Ce n'est pas forcément lié. Ah oui. Excusez-moi, le libre... Ah mais évidemment, on peut avoir économie de marché sans libre-échange absolu, je veux dire. Et c'est ce qu'on a. Donc ça veut dire qu'un État, il n'y a plus de frontières, ça veut dire que l'État n'a plus le droit de choisir ses immigrés. C'est uniquement l'économie qui choisit. Non mais attendez, c'est antidémocratique. Parce que la loi, excusez-moi, elle est quand même le reflet du peuple.
de la majorité. Donc votre position, c'est l'économie doit régner sur le politique et donc sur le Eric peuple. est un néo-marxiste. Mais moi, je suis démocrate, pas comme vous. Néo-marxiste. Non, On je va suis donner la démocrate pour parole l'instant. à Claude Régent. On va donner la parole à Claude Régent qui voulait réagir. Que l'économie domine le politique, c'est pas une nouveauté. Hein. Non, mais je vois que vous l'acceptez. Cette Non, on ne l'accepte pas, vous pas l'acceptez. plus que vous. Parce Volontiers. que non, ce que j'aimerais revenir, on peut essayer peut-être de revenir sur le terrain, parce que là on est parti sur c'est sur le l'analyse du capitalisme, si j'ai bien compris, tout pourrait bouger sauf les hommes. Mais pas du tout, justement. Non, mais Eric, comme tout, et et donc, donc, les hommes, vous auriez la c'est gentillesse non, de parce laisser que finir c'est un peu de Claude ma Régent. faute, je provoque. Oui. Mais Si vous piquez là où ça fait mal. pour revenir, C'est pas ça fait pas mal du tout. revenir à la base du problème, mettez-vous à la place d'un employeur dans un hôtel-restaurant, il a besoin de quelqu'un pour un chef cuisinier, un garçon de salle, Plongeur, etc. un garçon de salle. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, il le cherche depuis 3 mois, il en a pas. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Il a qu'à les payer plus cher, il en aura. Non, pas du tout, parce que les gens, déjà, les salaires ont bien monté. Ben, évidemment, quand il y a pénurie, les salaires montent. Hein. Loi C'est quand même économique un affront classique. renversé de Mais voir. évidemment, Oui, attendez, mais évidemment. Est-ce qu'on va laisser Claude J'ai Régent pas finir fini. son raisonnement? J'ai pas fini. Qu'est-ce qui se passe? Donc ils ne trouvent pas la personne adéquate. Alors les employés qui restent, ils sont surchargés de travail, ils vont faire trop de temps. Qu'est-ce qu'il faut au bout d'un certain temps? Ils rendent leur tablier, ils disent on s'en va, on va faire autre chose, voire pointer à la NPE, je ne sais pas. Donc à ce moment-là, le patron il est très fragilisé et il va prendre sans trop regarder la qualité du papier. Il va se dire bon, j'ai un papier, on voit bien que c'est un peu bidon, puis il dit mais après tout je suis pas policier, c'est pas à moi de le faire, je le déclare. Et je fais que j'ai quelqu'un pour faire le travail. Ça arrange bien tout le monde. Et ça arrange tout le monde, mais on est bien d'accord. Mais je vois qu'Éric Zemmour, on est Éric dans Zemmour un est en système train- complètement bancal, complètement bancal. anormal. Non, mais Et il va falloir le stabiliser. C'est le Attendez, cœur du Éric système. Zemmour est en train de devenir rapidement besançonniste, on va Mais dire. pas du tout. En fait, Je vais Parce le- que je vais Besançon, le il est dire, d'accord on avec c'est l'alliance entre le patronat et les bien-pensants qui Bon, alors. structurent secrètement la vie politique Alors, française depuis 30 ans. on va quand même, C'est d'un il nous côté reste les 10 minutes idiots d'émission. utiles du capitalisme et de l'autre le capitalisme. Il nous reste 10 minutes d'émission. On va donner la parole à Francis. Non, je voulais Et juste- ensuite à je- Nadir. je voulais juste Il nous reste très signaler peu de temps et que- j'aimerais qu'on parle un petit peu aussi de la... Eric le dit souvent, c'est vrai que le fait que le patron soit tenté de faire appel à un personnel payé moins cher que la norme, c'est une tentation, je dirais, qui n'est pas seulement française, qu'on peut retrouver partout dans ces économies-là. Mais ce n'est qu'un aspect du problème, c'est un risque. Et de ce point de vue, les autorités publiques, la puissance publique doit faire attention, on doit veiller aussi, je veux dire, doit veiller aussi ce terrain-là, faire sa police en quelque sorte vis-à-vis de ces patrons-là. Mais ce n'est qu'un aspect du problème. c'est l'essentiel, Il ne résume pas le problème. Bien sûr que si. Il n'y a pas un complot du patronat gigantesque ou qui va chercher, je veux dire pas des navires ou je sais pas quoi, pas des avions. Eh bien si, voilà. eh bien si. Des L'économie immigrés dans le capitaliste tiers-monde pour les mondialisée repose ramener là-dessus. Si, et mon les cher payer moins Francis, cher. si, eh ben si. La majorité attendez, des immigrés, et Francis. on oublie quand même de dire, c'est la Francis majorité. et Eric. On oublie de dire quand même, c'est important, S'il vous plaît. que la majorité des immigrés vivant en France sont payés selon la norme française et vivent correctement. Pas C'est les la sans grande, papiers, c'est pas la les grande, sans papiers. c'est la grande majorité. Mais on parle des Mais irréguliers. s'ils sont déclarés, ils sont obligés obligatoirement au SMIC. Enfin, Non, c'est mais au oui, mais le minimum. SMIC. Oui, au minimum. S'ils sont déclarés, on peut pas faire plus bas. Hein. Voilà. C'est pour ça que, alors, on va donner la parole à Nadir Djenad pour, Non, pour moi, terminer sur ce sujet, parce qu'il nous reste à peine 8-9 minutes d'émission, hein. Moi, juste dire que c'est vrai que pendant des années, tout le monde y trouvait son compte dans l'histoire, à la fois le patronat et les responsables politiques. Donc, ce Sauf mouvement, peut-être les sans-papiers. voilà, sauf peut-être les sans-papiers, mais ce mouvement, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il met sur la table ce débat, à savoir du poids des travailleurs sans papier dans l'économie française. Mais moi, je suis pas d'accord avec vous. Je pense que au contraire, les patrons, justement, ont changé avec Eric. Je pense que les patrons ont changé d'état d'esprit. Au contraire, s'ils demandent la régularisation de leurs sans-papiers, s'ils s'engagent, si des syndicats demandent la régularisation de leurs travailleurs, c'est finalement, ils pourraient ne pas demander la régularisation et continuer à laisser la situation comme elle est. Mais ils demandent la régularisation. Non, parce qu'ils sont dos au mur, parce que justement, c'est encore les contradictions sarkoziennes, c'est que Hortefeux fait pression pour renvoyer des irréguliers. Donc on voit bien la contradiction. Et eux-mêmes, ils sont en contradiction. Donc comme ils ont peur de perdre leurs employés, ils demandent la régularisation. Mais je t'inquiète pas, quand il y aura moins de boulot, ils les vireront, hein, et ils viendront avec ou changer. sans papier. Exactement, avec papier. Il y a qu'à voir ce qui se passe dans un certain nombre Ça de alimentera le pays chômage et ils feront venir des nouveaux irréguliers moins payés. C'est sans fin. En C'est gros, le système depuis 30 ans. En gros, ce qui est en train de nous expliquer Éric Zemmour, c'est le cynisme du patronat. Mais évidemment. Bon, Et
Il y a peu de gens autour de la table pour le nier. Oui, et l'ingénuité des idiots du capitalisme d'extrême gauche. Je tiens à ma formule et à l'équilibre. Le petit télégraphiste enverra tous ceux ça qui à sont l'extrême pour les gauche et à ceux qui sont pour les régularisations. Exactement. On aura l'occasion d'y revenir. J'aimerais qu'en fin d'émission, on aborde un petit peu la façon dont vous avez ressenti, vu et réfléchi après l'émission jeudi soir du président de la République, 90 minutes de télévision, où il a un peu joué le faut avoué à demi pardonné, hein, comme dit le dicton. Au bout de 90 minutes, on a eu l'impression que Nicolas Sarkozy cultivait l'humilité, ce qui n'est pas sa vertu première jusqu'ici, je crois qu'on peut tous le dire. D'après vous, c'est suffisant pour reconquérir l'opinion, Claude Régent ? Ça va être la question à 1000 points. Je ne crois pas qu'une seule émission puisse renverser une tendance qui est quand même assez lourde, parce que ce qui domine toujours dans les préoccupations des gens et du coup dans leur comportement politique, c'est leur vécu. Or, leur vécu, aujourd'hui, il est marqué, à mon avis, par deux choses. La première, qu'ils ressentent négativement très fortement, c'est le pouvoir d'achat. Et avec la formule de Monsieur Sarkozy pendant la campagne, je serai le candidat du pouvoir d'achat, j'ai peur pour lui, ça le poursuive pendant 5 ans. Et que là, il y a une vraie difficulté parce que il y a toutes les bonnes raisons qui ont été expliquées. C'est sûr. Mais en revanche, il y a un autre aspect qui, lui, est positif et qui, curieusement, a été placé un petit peu en retrait par Monsieur Sarkozy lui-même, c'est le chômage. Le chômage qui baisse, ça aussi, c'est vécu vraiment dans les familles, par les gens. Et malheureusement, c'est un élément qui est beaucoup plus difficile à passer en positif en termes électoraux. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille ne va pas pour autant voter à droite, dire merci, voter à gauche. Pour lui, c'est normal de travailler. En revanche, s'il est au chômage, là, il vote opposition au gouvernement en place. On est d'accord. Bon, pour répondre donc à votre question, c'est quand même assez difficile parce que j'ai quand même l'impression que les tendances lourdes seront toujours là et que c'est ça qui va être déterminant. Quelle que soit la forme, on a tous remarqué une forme un peu plus intéressante, plus présidentielle, plus installée, moins j'ai plein de certitudes et je continue à les asséner et puis je fais pas de catalogue de mesures, etc. parce que tout ça passait pas, parce qu'on était noyé sous un flot de 160 mesures, de 180, enfin on savait plus où on en était. Là on était plus sur la philosophie générale, donc c'était un exercice sur lequel le président de la République a été plus convaincant, meilleur. En revanche, la réalité elle est toujours là et on peut pas dire après une émission que dans 48 heures, les gens vont se souvenir de tel ou tel aspect. Parce que, à part l'extension du RSA, aucune proposition concrète. Nadir, vous voulez dire un mot ? Moi, tout d'abord, 5 minutes. Moi, tout d'abord, j'ai noté que le chef de l'État avait affirmé qu'il avait commis des erreurs. Je pense que c'est une bonne chose quand un président de la République dit aux Français je me suis trompé. Donc c'est avoué à demi pardonné. Voilà, exactement. Oui, enfin quelques erreurs, des erreurs déjà dans la surexposition de sa vie privée déjà. Il a admis que c'était une erreur. Aussi des erreurs concernant les derniers couacs gouvernementaux. Mais c'est vrai, sur le fond, il n'y a pas eu grand-chose à annoncer, notamment sur la principale préoccupation des Français, à savoir le pouvoir d'achat. J'ai noté une chose, à savoir une loi, le dépôt d'un projet de loi en juin pour faire baisser les prix des grandes surfaces. Bon, ouais. On ne sait pas si on verra pour faire baisser les prix. Exactement, mais moi j'ai le sentiment que c'est une intervention qui avait pour but de rassurer les Français, de rassurer surtout l'électorat qui avait voté en masse pour Nicolas Sarkozy et qui se pose des questions aujourd'hui. Alors Éric Zemmour, il nous reste 3 minutes d'émission. Non, écoutez, moi, je passe donc sur le style, effectivement, représidentialisation, etc., l'Élysée. Le problème de Sarkozy, c'est qu'il a fait toute sa carrière sur la transgression et que un président, c'est lui qui définit la règle. Donc c'est très difficile pour quelqu'un qui transgresse tout le temps. Et il a eu beaucoup de mal. Il est pas complètement dans son rôle. Bon, moi, il y a une chose qui m'a séduit parce que c'était un raisonnement d'un économiste que j'avais lu et qu'il a manifestement repris à son compte et qui est très intéressant. Quand on lui reproche de ne pas hiérarchiser les réformes, d'en faire 10 à la fois, c'était Christian de Saint-Étienne qui expliquait ça très bien et qui disait il a raison parce que toutes les réformes se tiennent les unes les autres et que avancer comme ça ensemble, ça permet d'améliorer les autres. Pour l'école, ça permet d'améliorer le système de fonctionnement. La réforme de l'UNEDIC et de la CEDIC, ça permet d'améliorer le placement. Donc, moi j'ai trouvé qu'il l'avait très bien expliqué, que c'était très clair et très convaincant. Deuxièmement, et je m'arrêterai là, il a un vrai problème, tout bêtement, qui est que il a tenté une relance keynésienne
par le pouvoir d'achat, etc., et qu'il se prend en pleine poire, comme Mitterrand en 81, comme Chirac en 95, une crise économique terrible qui va réduire la croissance, en plus liée, comme dans les années 70, Giscard, alors là on revient à Giscard, voilà, vous savez, on va retrouver la stagflation, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, c'est-à-dire stagnation d'un côté, inflation de l'autre. C'était un truc inédit dans les années 70, et on va y être là. Et ça, j'avoue que c'est terrible, surtout que, je finirai avec ma comparaison giscardienne qui est la mienne depuis à peu près 1 an, c'est exactement comme Giscard, il a joué sur la décrispation, sur la désacralisation, et les Français, 30 ans plus tard, les mêmes lui ont renvoyé ça au visage en disant non, on veut un président, exactement, on veut un monarque, et arrête de nous jouer aux Américains qui courent en jogging. Et voilà. Francis, une minute, je sais que c'est pas facile. Une petite minute, il nous reste tellement peu de temps, je suis désolé Francis. Ça va être difficile. Écoutez, moi, dans ce cas, je dirais simplement bonne chance, M. Sarkozy. J'ai été un peu frustré, je dirais, par la partie consacrée à la politique extérieure de la France. Je pense que surtout qu'on pourrait parler d'une valse chinoise. On ne sait toujours pas s'il ira à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. On a beaucoup parlé de la Chine, avec une erreur d'ailleurs qui s'est glissée dans le propos du président. C'est quand le président a affirmé que la Chine s'était impliquée dans la résolution de la crise au Darfour. Il faut quand même dire que la Chine était, au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, le principal obstacle, justement. Et la Chine qui a toujours préféré être du côté du régime du Soudan pour des raisons commerciales, des raisons d'intérêt commercial. Voilà, donc ça. Et puis, deuxième petite erreur, bon, évidemment, à laquelle j'ai été très sensible, c'est sur la question justement des immigrés, des sans-papiers, enfin de ceux qu'il faut régulariser. Et le président a repris à chaque fois le journaliste qui l'interrogeait en confondant l'accès à la nationalité avec l'accès simplement à la régularisation et à la carte de séjour. Donc les sans-papiers ne demandent pas l'accès à la nationalité, bon, c'est donc, mais plutôt simplement la régularisation à une carte de séjour qui leur permettrait de travailler. Voilà deux petits détails. Et puis donc je reprends comme vous m'avez donné 1 minute, alors donc je boucle la boucle. Bonne chance, Monsieur Sarkozy. Bon, alors voilà, on en finira là. On aurait pu parler aussi de ce qui s'est passé en Chine avec l'arrivée de Monsieur Poncelet et de Monsieur Raffarin, et on sait toujours pas si Monsieur Sarkozy assistera ou n'assistera pas à la cérémonie d'ouverture des Jeux. Ça fait partie des choses qui sont pas décidées apparemment. On reviendra peut-être la semaine prochaine, mais ce sera sans moi. C'est l'heure, il est temps de quitter. La semaine prochaine, vous retrouverez en mon lieu et place Wallace Cottera. Je prends quelques jours de congé. Merci d'être assez gentil pour avoir la même fidélité. On se retrouve pour ce qui me concerne le 13 mai, mais pour les gens qui sont autour de cette table avec Wallace Cottera, dès la semaine prochaine. Même heure, même lieu. Au revoir, merci.